mettre pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Ça y est, la vidéo est lancée. Donc, j'avais pris le parti de contacter Manon Noyac, donc via LinkedIn, parce que j'avais vu un petit article passé dans le journal de l'agence sur une jeune femme de 21 ans qui avait créé son agence à Bali à la sortie de ses études et donc qui s'était spécialisée dans le luxe, le prestige. Et je m'étais dit, mais ce serait top d'en faire profiter nos étudiants. Donc, j'ai été sur LinkedIn et Manon, je vous ai contacté et du coup, vous avez la gentillesse de bien vouloir vous rendre disponible pour partager votre expérience à tous nos étudiants. Donc, merci beaucoup. Peut-être je vais vous laisser commencer par présenter un peu votre parcours. Quels ont été un peu vos choix, qu'est-ce qui vous a amené finalement à partir à Bali et à créer cette agence et à vous spécialiser dans le luxe. L'idée, c'est que vous puissiez vous présenter un petit peu. J'avais transmis du coup les questions des étudiants qui s'étaient inscrits un peu en amont. Comme ça, vous avez déjà un peu une idée des questions qu'on vous pose. Et puis, bien sûr, après, vous êtes libres tous de pouvoir participer et de poser vos questions, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vous viendront en tête pendant la conférence. Voilà, du coup, Manon, je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Donc déjà, bonjour à tous. Merci de participer à la conférence. C'est cool de témoigner de son parcours. Et je sais que moi, quand j'ai voulu me lancer dans tout ça, j'ai trouvé qu'il manquait de témoignages. Donc c'est avec plaisir que je témoigne aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un peu mon histoire entre guillemets, donc moi je m'appelle Manon, je suis originaire de la région bordelaise. Donc depuis très jeune, je savais que je souhaitais monter ma société. Dans quoi, je ne savais pas encore. Disons après le bac, je ne savais pas trop dans quoi. Donc j'ai pas voulu me spécialiser dans un cursus très précis. J'ai voulu rester dans un premier temps assez général, donc en faisant un bachelor donc sur 3 ans dans le Pays Basque. Durant ce bachelor, donc j'ai eu des 2 ans, enfin dès la 2e année et la 3e année, j'ai eu des stages à faire à l'international. Donc le premier, je l'ai réalisé à Sydney pendant 9 mois et j'ai donc travaillé dans une agence immobilière, mais plus spécialisée côté location. Et lors de la 3e année, j'ai réalisé un stage sur Bali. Donc j'ai découvert l'île, j'ai découvert un peu toute la culture et tout ce qu'englobe le pays, en tout cas de l'Indonésie. Et c'est vrai que de base, on va dire que j'étais tombée assez amoureuse de l'île, des habitants, de la culture, du climat, d'un peu tout. Et je savais qu'un jour, j'y retournerais. Pourquoi je ne savais pas, mais je savais que la vie m'y réamènerait, on va dire, un jour. Donc après ça, dès que je suis rentrée de Bali, j'ai souhaité faire un Master 1. Donc mon Master 1, je l'ai fait en commerce international sur Bordeaux. Et ensuite, j'ai enchaîné avec mon Master 2 spécialisé en immobilier cette fois-ci, donc toujours à Bordeaux. Pendant mon Master 1, donc en commerce international, j'ai commencé un petit peu à vouloir peaufiner mes projets d'entrepreneuriat et donc à vouloir créer ma boîte. Je savais depuis assez longtemps que l'immobilier m'attirait, mais ce que je souhaitais vraiment, c'était travailler dans l'immobilier de luxe. Maintenant, donc à ce moment-là, j'avais à peine 20 ans. Je savais que le chemin allait être assez compliqué, notamment en France, étant donné de mon âge et de mon manque d'expérience. Mais on va dire que j'ai un peu enclenché la machine à ce moment-là. Donc, on va dire au début de mon Master 1. Suite à ça, du coup, je me suis renseignée auprès de la CCI et de tous les organismes, on va dire, qui s'occupent des jeunes entrepreneurs pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Étant donné que mon projet était d'ouvrir une agence immobilière spécialisée dans le luxe en France. Pour être très honnête, c'est vrai que la CCI vers laquelle je me suis tournée m'a assez freinée dans mes projets. Et au final, aujourd'hui, je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis à Bali. Mais voilà, ils m'ont conseillé de déjà me faire un peu d'expérience avant d'ouvrir une agence à seulement 21 ans, notamment dans le luxe, qui est un segment assez particulier et qui nécessite de l'expérience et surtout beaucoup de réseaux. Donc voilà, on m'a un peu freinée, donc je suis sortie un peu de ces rendez-vous, ça m'a un peu agacée, et puis je me suis dit, si la France ne veut pas de moi, je vais partir à l'étranger, et puis je vais bien trouver un pays qui, malgré mon jeune âge, acceptera mes projets. Et donc c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi, Bali, c'était une île qui m'avait beaucoup plu, et je voulais y retourner.
Donc, je me suis penchée sur le marché immobilier balinais. J'ai fait une étude de marché pour voir comment se porter le marché immobilier sur Bali. Et dès le début, en fait, il y a un point qui m'a intéressée, c'est le fait que je voulais travailler dans l'immobilier luxe et qu'en fait, à Bali, même une villa à 200 000 euros, ça reste une villa de luxe, quoi. On est quand même sur des biens d'un certain standing. Les prix de l'immobilier coûtent moins cher, certes, mais on reste quand même sur un standing assez élevé. Donc, en fait, j'arrivais à récupérer ce besoin de luxe dans mon projet sans forcément être obligé dès le début de viser que des biens à plus d'1 million et d'avoir un très gros réseau pour trouver des acheteurs, des acquéreurs potentiels, quoi. Donc déjà, ce programme me plaisait beaucoup et c'est vrai que quand j'ai fait une étude de marché, quand j'ai regardé les chiffres, eh bien, je me suis rendu compte que le marché de l'immobilier de Bali se portait très très bien et que c'était en perpétuel développement, en fait. Donc, il y avait de très bonnes perspectives pour les années à venir. Donc, je me suis dit, allez, je pense que j'ai trouvé mon nouveau chez moi, entre guillemets. Et donc, pendant mon Master 2, dès le début de mon Master 2, j'ai décidé d'ouvrir la boîte au début à distance. Et puis, il y avait encore le Covid. Donc, ça m'a permis, en fait, vu que les cours étaient à distance, de partir à Bali. Et donc, pendant mon Master 2, en plus des cours à distance, je montais ma boîte. Maintenant, voilà, je l'ai montée en plein Covid. Donc, ça n'a pas été facile parce que les frontières balinaises ont été fermées pendant plus de 2 ans. Donc, interdiction à tout étranger de rentrer sur le territoire, donc à part ceux qui avaient des visas. Donc, ça a été 2 ans assez compliqués. Mais au final, j'ai tiré le positif de cette histoire et je me dis heureusement qu'il y a eu ce petit frein parce qu'en fait, tout ce temps-là, ça m'a permis, moi, de mieux appréhender le marché, de surtout l'apprendre parce qu'un marché immobilier en Asie n'a rien à voir avec un marché immobilier français. Donc, je me suis entourée de notaires, d'avocats, de tout le côté un peu juridique et avec eux, j'ai pris des cours et des cours et des cours en plus de mes cours en France pour bien apprendre le marché, toutes les lois, comment le marché immobilier fonctionne à Bali, quoi. Et donc, tout ce temps-là m'a permis de bien appréhender l'ouverture des frontières, de bien préparer mon côté marketing, en fait, de monter la boîte, quoi, parce que tout avait été fait à distance et assez rapidement. Et donc voilà, donc j'ai utilisé tout ce temps-là pour augmenter mon savoir, pour augmenter mon réseau également sur l'île, m'entourer de professionnels de l'immobilier, que ce soit dans la construction, dans le management, dans tous ces domaines-là, pardon. Et puis au final, avec un peu de chance, on est sur une île, donc le réseau se fait assez facilement. Donc suite à ça, les frontières balinaises ont ouvertes. Donc le marché a repris assez bien son cours au bout de 3-4 mois. Et donc nous, dès le début, on était spécialisés dans l'entrée de gamme, donc on va dire des biens entre 0 et 600-700 000 euros. Et en fait, c'est vrai qu'à l'ouverture des frontières, je savais qu'on avait beaucoup de concurrence, mais je pense que ça a fait beaucoup parler le marché immobilier balinais et les agences ont commencé à se multiplier en 2022. Et donc, je me suis dit, la concurrence, c'est bien, mais quand il y en a trop, c'est pas bien. Donc, je me suis dit, OK, on va changer de stratégie, on va changer de segment. Et on a décidé, du coup, de se spécialiser dans les biens de prestige, donc au-dessus d'1 million de dollars. Et malgré le réseau qu'on avait et qu'on a ici et qui est assez élevé, il nous manquait quand même ce portefeuille client, ce portefeuille d'acquéreurs qui aujourd'hui est capable de poser plusieurs millions pour un bien immobilier, sachant que pour acquérir un bien immobilier, notamment pour les Français, c'est assez compliqué à Bali, c'est-à-dire que les banques françaises n'accordent aucun prêt. Donc nous, il nous faut des acquéreurs qui aujourd'hui ont les moyens financiers de pouvoir acheter un bien sans avoir besoin d'apport de la banque. Donc on s'est dit OK, il va falloir qu'on trouve ces acquéreurs et on est assez consciente pour se dire qu'à 25 ans, on n'a peut-être pas assez de réseau encore. Et donc on a décidé de s'affilier à un groupe. Donc on a écrit à tous les gros de l'immobilier de luxe, mais on a priorisé une agence que beaucoup doivent connaître aujourd'hui, qui est du coup l'agence Kretz Family. Donc c'est l'agence qui a fait pas mal parler d'elle parce qu'elle a fait des saisons sur Netflix et sur TMC. Et donc, du coup, on les a contactés en visionnant la saison 2 de la série, en disant, mais s'ils sont en train de se développer à l'international, pourquoi pas à Bali? Donc, un peu au culot, comme on dit, on leur a écrit un mail en leur proposant d'ouvrir une agence Kretz sur Bali et avec beaucoup de surprises. Avec beaucoup de surprises, ils nous ont répondu très rapidement en nous disant allons-y, pourquoi pas, si le marché est attractif, why not? Donc, on est rentrés, nous, sur Paris pour les rencontrer, pour signer tous les contrats. Et donc, aujourd'hui, on représente
la famille Kretz sur Bali avec du coup que des biens au-dessus d'1 million de dollars. Et donc, on a fait un certain partenariat qui nous donne accès à toute leur clientèle, à toute leur base de données clients. On loue leur marque, donc étant donné qu'on a le nom Kretz, on a certaines portes qui s'ouvrent un peu plus facilement qu'avant. Et donc voilà, donc là, ça fait 2-3 mois qu'on a commencé à travailler avec eux et tout se passe bien, on est très heureuse. Voilà l'histoire. Félicitations, comme quoi effectivement il faut toujours tenter, quoi. Qui ne tente rien à rien, contacter. Donc finalement c'est une belle histoire. Et alors je me permets de poser une première question, sauf s'il y en a d'autres qui veulent se lancer, mais finalement quand on est jeune comme vous, même si vous avez derrière du coup l'aura un peu médiatique et la crédibilité de Kretz, face à un client du coup, est-ce que des fois vous sentez qu'ils sont moins enclins à vous faire confiance parce que vous êtes jeune? Ou pas, ou est-ce que vous arrivez à renverser la tendance et à leur montrer que vous maîtrisez le sujet? Alors, c'est arrivé très peu de fois, et j'aime pas dire ça, mais les seules fois où c'est arrivé, c'était avec des Français, pour être très honnête. Ouais. C'est très, très français, ce côté de se dire, OK, elle est jeune, elle n'a pas d'expérience, on ne va pas lui faire confiance, alors que ça va être les Américains, les Australiens. Du moment où vous répondez à leurs questions et qu'ils voient que tout est cohérent, vous ayez 21 ans ou 45 ans, ça leur importe peu. Et nous, ce qu'on explique aux clients, c'est que à quoi bon... Nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur l'île. Le marché, on le connaît très, très bien. Et faire confiance à quelqu'un de plus âgé, OK. Mais qui sait, peut-être que cette même personne vient tout juste de se reconvertir dans l'immobilier et a 2 semaines d'expérience, quoi. Je leur explique, moi, c'est qu'au final, l'âge ne veut rien dire. L'expérience, alors qu'un manque d'expérience puisse faire peur, ça, je peux l'entendre complètement. Maintenant que l'âge fasse peur, non, ça, je ne l'entends pas. Parce que, comme je vous dis, il y a des reconversions qui se font tous les jours. Et moi, je croise encore aujourd'hui des agents immobiliers qui viennent nous poser des questions alors qu'ils ont le double de notre âge, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, je me pose cette question parce que pour l'avoir vécu en France et le vivre encore des fois, de sentir effectivement le regard en se disant, ça commence à s'estomper plus les années passent, mais effectivement, de devoir lutter un peu contre ça. Ouais. Mais c'est très français. Nous, on a pas mal de clients français parce que notre marketing se vise, on va dire, la plupart du temps, une cible francophone. Mais maintenant, on a quand même pas mal de clients, que ce soit russes, australiens, américains, voilà, toutes ces nationalités-là. Et alors, on n'a jamais eu de problème, quoi. Au contraire, ça les fascine et à chaque fois, on a des félicitations. Ils sont admiratifs plus qu'autre chose, quoi. Ok, top. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui ont des questions, parce que sinon, moi, je continue d'en poser. Mais... s'il y en a qui veulent se lancer... Bon, sinon, je continue, mais du coup, là, aujourd'hui... comment ça se passe? Du coup, c'est Kretz Family qui vous envoie des clients, c'est vous qui contactez via leur base de données. Et est-ce que vous avez des clients du coup qui viennent et qui visitent? Comment vous trouvez les biens d'exception proposés? Est-ce que c'est vous qui constituez votre portefeuille en fait? Voilà. Ouais, alors nous, du coup, pour être très honnête, c'est un contrat de licence qu'on a avec les Kretz, donc c'est-à-dire qu'on loue simplement leur marque. Ouais. Eux, ils ont un système interne qui est très très bien fait. C'est qu'au-delà de la licence qui est normalement moins développée qu'un système de franchise, par exemple, ils nous accompagnent vraiment dans tous les process. Donc du coup, effectivement, on a accès à leur base de clients. Si on a besoin, si un client est à la recherche d'un bien d'exception sur une île au bord de mer, que les critères peuvent correspondre à Bali, en tout cas, on a complètement la liberté de pouvoir le contacter et de pouvoir travailler avec lui. Maintenant, dire que tous les clients viennent des Kretz, non. Il y a quand même beaucoup de travail de notre côté. Avoir le nom, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a toutes les strates marketing. Tout a évolué, tout a changé parce que c'est un marketing complètement différent sur le segment entrée de gamme que luxe. Les événements, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais c'est pas la famille Kretz nous envoie quelques clients, mais c'est minime comparé à tout le travail que nous on fournit derrière pour en avoir de nouveaux, quoi. Et pour le listing, trouver des maisons de luxe à Bali, c'est assez simple parce que c'est pas ce qui court les rues. Il n'y en a quand même pas des milliers et des cents, donc elles se font vite repérer. C'est une île, c'est petit, donc quand il y a des grandes maisons à plus d'1 million qui se construisent, on les repère très vite.
Et les propriétaires sont rarement fermés, donc on fait du porte-à-porte tout simplement. On regarde aussi sur Google Maps, on va regarder la forme des toits. On repère très vite sur Google Maps des maisons qui sortent un peu du lot. Et donc après, oui, c'est du porte-à-porte. On va voir les propriétaires, on leur explique qui on est, et puis on négocie les mandats. Et généralement, ça se passe très bien. On n'a jamais eu de refus catégorique vis-à-vis de ça. Et puis bon, ben là, c'est sûr que depuis 2 mois, on reçoit quand même pas mal de messages, notamment de Français, de propriétaires sur Bali français, qui ont entendu que les crêtes venaient de débarquer sur Bali et qui nous donnent assez facilement les villas. Sur le côté listing, c'est sûr qu'on a un peu moins de travail qu'avant. Ça nous tombe un peu dans les mains parce que c'est une étiquette crête, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, si on revient sur le démarrage et la création de votre entreprise, finalement, qu'est-ce qui était le plus difficile et qu'est-ce qui vous a le plus, vous a pris le plus de temps aussi Ouais. Moi, le plus difficile, on va dire que ça a été le Covid, parce que ça a été, pour l'activité, c'était vraiment pas, en termes financiers, je parle, hein, ça a été très compliqué pendant 2 ans, parce qu'on investit de l'argent et pendant 2 ans, il y a quasi rien qui rentre. Après, en termes administratifs, créer une boîte à Bali, très honnêtement, ça n'a pas été très, très compliqué. Maintenant, il faut bien s'entourer. Moi, j'avais eu la chance de faire un stage avant, donc je connaissais déjà du monde ici, des gens locaux surtout, qui ont su bien m'expliquer voilà, comment créer la société dans les règles. Ça, c'est hyper important parce que tout est très simple à Bali, mais le problème, c'est que ce qui est compliqué à Bali, c'est qu'on trouve des informations partout, que personne n'est d'accord et que pour être vraiment dans la loi, il faut vraiment bien s'entourer. Ouvrir une société, ça peut paraître simple, mais en fait, tout ce qu'il y a derrière à gérer en termes d'impôts, en termes, tout ce qu'on doit au gouvernement, pas spécialement financier, mais tous les papiers qu'on doit faire, qu'on doit justifier, tout ça, si on n'est pas au courant, si on n'a pas quelqu'un qui peut nous entourer sur ça, ça peut être compliqué. Nous, voilà, on avait de la chance d'avoir déjà du réseau sur place, donc ça a été assez simple. Et ensuite, on va dire que l'apprentissage forcément des manières de faire sur le marché immobilier balinais, c'était pas facile parce que ça n'a strictement rien à voir avec le marché immobilier français. C'est des process totalement différents. Donc ça a été assez dur de tout bien de tout bien prendre en compte, d'être sûr de rien oublier dans les premières ventes. Et au final, on ne saura jamais tout. On en apprend tous les jours et je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui, je connais parfaitement à 100% les process de vente parce que je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocat. On en apprend tous les jours. Et puis, les balinais adorent changer les lois tous les 7 jours. Donc ça reste assez compliqué ça à gérer, mais on y arrive. Encore une fois, du moment où vous êtes bien. Sur ce sujet des lois. Le plus important, c'est d'être bien entouré, je pense, à l'étranger. Ok, parce qu'il y avait une étudiante justement qui demandait, j'ai des questions dans les messages, donc je vais me faire porte-parole, qui demandait justement combien de temps il faut pour connaître un peu toutes les lois relatives à l'immobilier sur Bali, mais donc finalement le temps est infini quoi. Ça se connaît jamais vraiment. On va dire que pour apprendre vraiment toutes les bases et bien les intérioriser, j'ai dû mettre 3-4 mois, facile. Ouais. Et ça, c'était rentré dans votre choix de vous dire finalement je vais sur Bali parce que je connais déjà un peu la réglementation en ayant fait un stage, ou ça ne rentrait pas du tout en compte et vous l'avez découvert après? Pour être très honnête, mon stage, je l'avais fait en tant que community manager dans des hôtels, donc rien à voir avec l'immobilier. Je suis complètement novice, j'ai dit ok, je vais ouvrir une agence immobilière, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait? Voilà, en résumé. Ok. Il y avait une question aussi, donc des étapes pour ouvrir votre agence à Bali, mais je pense que vous l'aviez déjà un petit peu expliqué, mais vous l'avez commencé à distance, c'est un peu ça la particularité, je pense. Ouais, j'ai tout ouvert à distance et la boîte s'est ouverte en 15 jours. Donc c'était assez facile. Voilà, ils m'ont donné, je me suis rapprochée d'avocats spécialisés dans l'ouverture des sociétés, donc ils m'ont demandé 4-5 justificatifs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me demandaient? Je ne me souviens pas vraiment, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils me demandaient mon CV et le type de diplôme que j'avais. Alors après, est-ce qu'eux ont compris ce que ça voulait dire? Parce que c'est pas du tout pareil niveau éducation et compagnie, c'est la même chose. Mais voilà, après, il fallait un minimum forcément financier pour pouvoir ouvrir la boîte. Et ensuite, c'était quelques justificatifs de domicile, je crois, de tout ce qui est passeport à jour. Toutes ces choses-là, mais ça a été très très rapide. Après, ce qui a été un peu plus long, c'est d'obtenir un visa résident.
qui est délivré du moment où vous ouvrez une société. Le visa vous est délivré automatiquement. Et ça a pris un peu plus de temps parce que il y avait le Covid et donc tout ce qui était immigration et tout, c'était un peu plus compliqué de les avoir. Donc voilà. Mais après, l'ouverture à la société en elle-même est allée très rapidement. Ok, très bien. Je continue de faire porte-parole parce que tout le monde pose ses questions à l'écrit. Donc, il y a un étudiant qui demande, donc avant de travailler avec les CRIPS, comment s'était passée votre implantation sur Bali? Est-ce que vous étiez arrivée toute seule? Est-ce que vous aviez un ou une associée? Et comment vous avez démarré un peu? Alors, parce que j'imagine que vous avez débarqué avec vos valises en disant, bon, bah, ça y est. Ouais, alors non, moi pendant le stage, mais j'étais devenue très amie avec un Balinais qui lui avait fait ses études en France, donc parlait couramment français. On s'était rencontrés voilà, sur l'île et on était restés en contact quand moi j'étais rentrée. Et donc à la sortie de la CCI, quand j'étais complètement dépitée et que je voulais ouvrir à l'étranger, c'est le premier que j'ai appelé en me disant ok, j'aimerais bien ouvrir sur Bali, comment on fait? Maintenant, il y a 4 ans pour ouvrir une agence immobilière parce que c'est assez compliqué à Bali. Certaines catégories de métiers sont réservées aux Balinais, certaines, on peut pas, par exemple, les médecins ici ne peuvent pas être étrangers. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et moi, il y a 4 ans, une étrangère ne pouvait pas posséder une agence immobilière. Elle pouvait y travailler, mais pas la posséder pleinement. Ouais. Donc, du coup, j'ai dû appeler cet ami balinais pour lui demander de s'associer avec moi, que lui détienne la majorité des parts de façon officielle, on va dire, pour que je puisse l'ouvrir. Et en fait, 1 an et demi après, les lois ont changé et les agences immobilières pouvaient être ouvertes par des étrangers. Donc à ce moment-là, on a complètement modifié les statuts et je suis du coup j'ai modifié les statuts. Je suis passée du coup de entreprise locale à entreprise étrangère avec ça s'appelle une société à capitaux étrangers. Et donc cette fois-ci, moi j'étais toute seule. Et donc là, ça va faire un peu plus de 8 mois. J'ai une très bonne amie que j'avais rencontrée justement pendant les études qui était venue pour me voir pendant 2 mois en vacances. Et ça va faire bientôt 1 an qu'elle n'est jamais repartie. Elle a pris des parts de la société. Voilà. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on travaille toutes les deux en tant qu'étrangères dans la boîte. Et après, on a tout ce qui est agents commerciaux plutôt balinés là, qui nous aident sur le terrain. D'accord. Et c'est un peu le même principe qu'en France, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont indépendants mais qui travaillent pour l'entreprise. Ok. Donc il y en a un qui est très intéressé pour venir au soleil puisqu'il demande si vous recrutez aujourd'hui des collaborateurs ou si c'est un secteur qui est Ouais, non, pas pour le moment. Ça va arriver, mais on va se laisser, je pense, encore une petite année entre nous et après, je pense qu'on va devoir appeler un peu de renfort. Ouais, c'est vrai que je pense pour avoir connu un peu l'entrepreneuriat de près ou de loin, c'est vrai que créer une entreprise, c'est toujours très fatigant, beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait et du coup, en retirer les bénéfices est aussi beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Donc, un peu un conseil, je pense, pour tout le monde, c'est vrai que il faut vraiment arriver à se projeter sur du long terme et à s'investir pendant longtemps avant que ça porte ses fruits, quoi. Totalement. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, c'était mon avocat, on en parlait la dernière fois, et je crois qu'en moyenne, les boîtes, du moins les gérants peuvent commencer à se payer au bout de 4 ou 5 ans en moyenne. Dans l'immobilier, on a de la chance, ça va un peu plus vite parce que notamment en plus dans le prestige, les commissions sont assez importantes. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de ventes, on en fait quelques-unes dans l'année et ça couvre un peu tout, mais de là que je peux embaucher plein d'étudiants, pas encore. Ils retiendront contact quand même. Voilà. Et j'imagine du coup, si vous recrutez, qu'il faut un excellent niveau d'anglais, parce qu'en fait, vous travaillez quasiment 100% du temps en anglais finalement. Ouais, une grande partie du temps on est en anglais parce que les propriétaires sont à 90% anglais, anglophones. Et après, les acquéreurs, on a pas mal de français, mais on priorise quand même vachement l'anglais. Ouais, d'accord. Et donc j'ai une question d'une autre étudiante qui demande comment se passent les acquisitions à Bali. A priori, alors j'ai loupé une étape, mais le droit à la propriété ne dure qu'1 temps à Bali. Okay. Et du coup, est-ce que ça freine les acheteurs? Comment ça se passe? On arrive sur du très technique. Ouais, c'est très intéressant. De bien renseigner. Ouais, c'est assez particulier. Donc, quand on est étranger et qu'on souhaite acquérir un bien sur Bali, il y a 2 options, on va dire. Donc, la première, qui est le plus souvent utilisée, donc c'est le leasehold.
Donc, ça revient en fait à louer un terrain pendant une durée déterminée. Et donc, généralement, on va dire que c'est entre 25 et 50 ans, ça dépend de ce que veut faire le propriétaire. Et donc, du coup, pendant cette durée-là, l'étranger est propriétaire. Donc, comment dire, le propriétaire initial du terrain n'a aucun droit de regard. Donc, si le nouvel acquéreur veut construire, détruire, louer, il est vraiment propriétaire. Donc, il fait ce qu'il veut sur le terrain pendant ces 25 années. Maintenant, à la fin des 25 ans, effectivement, il faudra soit rendre le bien au propriétaire initial, soit demander une extension du bail et donc repartir pour 25, 50 ans. Voilà, ça c'est à délimiter avec les propriétaires des terrains. Donc ça, c'est en soi l'option qui est le plus utilisée parce que c'est la plus facile. Est-ce que ça freine les clients? Encore une fois, ça ferme certains clients qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement parce que c'est clair que arriver notamment dans le prestige et se dire bon ok je vais donner 2 millions et en fait dans 25 ans la maison on me la reprend, c'est compliqué. Mais en fait il faut voir au-delà de tout ça. Faut savoir que 90% en tout cas de nos acquéreurs sont des investisseurs. Donc ce qu'ils cherchent principalement c'est à rentabiliser leurs biens. Les taux de rentabilité à Bali sont très très élevés. On est à plus de 12, 14, 15, on peut même dépasser les 20% sur certains projets. Donc en fait, on rentabilise un bien avant les 25 années prévues dans le bail, quoi. Et en fait, ce que cherchent les propriétaires, c'est qu'on leur donne des chiffres en disant voilà, votre villa, vous pouvez la louer à tel prix, à la nuitée, au mois, à l'année. Dans telle année, vous aurez remboursé. Après, vous pouvez revendre votre bien. C'est pas parce que vous avez pris un bien pendant 25 ans que vous devez garder le bien pendant 25 ans. Ouais. Si au bout de 5 ans, 6 ans, vous avez rentabilisé votre bien, vous voulez revendre votre bien, eh bien, vous allez revendre le leasehold pour le nombre d'années restantes. Donc, voilà. Et c'est une option qui est pas faite qu'à Bali. Notamment juste à côté de la France, Londres, ils sont vachement sur les leaseholds aussi. Donc c'est pas le reste du monde connaît cette option, les Français beaucoup moins. Et ça peut faire peur, mais on a quand même 60% on va dire des clients qui nous contactent, qui sont déjà au courant et qui connaissent très bien cette manière d'acquérir un bien. Donc ça voilà, donc ça c'est la première option. Et la deuxième option qui vient d'être entre grand guillemets, mais ça doit faire 5-6 ans que la loi a permis ça. Aujourd'hui, un étranger peut être pleinement propriétaire sur Bali. Mais en fait, pour devenir pleinement propriétaire sur Bali, il va falloir ouvrir une société sur Bali et acheter le bien au nom de sa société. En nom propre, on ne peut pas et on ne pourra jamais. Et donc, du coup, l'alternative aujourd'hui pour être pleinement propriétaire, c'est d'ouvrir une société et d'acheter des biens au nom de la société. Maintenant, il faut quand même garder en tête qu'ouvrir une société, c'est de la gestion, c'est beaucoup de choses à prendre en compte et c'est surtout une société qui doit tourner. Donc, quelqu'un qui veut vivre à Bali ne pourra pas acheter son bien avec cette société parce que, du coup, s'il souhaite y vivre, ça veut dire que la maison ne sera jamais louée, donc il n'y aura pas d'activité. Donc voilà. Donc, ça, c'est plutôt pour les investisseurs qui ont des gros projets, qui ont des gros budgets. Ça, on leur fait ouvrir des sociétés pour être pleinement propriétaires sur l'île parce qu'on sait que derrière, les sociétés vont tourner, quoi. Ok. Donc, quelqu'un qui se connaît très bien sur validé. Il y a une autre question qui demandait aussi s'il fallait parler une autre langue que l'anglais, ou si l'anglais finalement est suffisant, et si vous parlez une autre langue. L'anglais est suffisant et nous, on commence petit à petit à pratiquer le balinais parce que du coup, les propriétaires de terrain sont généralement balinais. C'est toujours mieux de parler dans leur langue. La négociation est plus facile en balinais. D'accord. C'est pas trop compliqué à apprendre? Non, c'est une langue assez facile. Juste le temps et c'est ce qui nous manque un petit peu. Il y a un étudiant qui demande pour avoir une expérience pour se lancer ensuite dans la création d'une agence, est-ce qu'il y a des stages ou des expériences que vous conseillez? Je serais de bon conseil de dire que ce serait bien avoir un peu d'expérience avant de faire ça parce que moi c'est absolument ce que j'ai pas fait. J'ai ouvert la société sans du tout n'avoir jamais travaillé en tout cas dans la transaction j'avais absolument jamais travaillé ne serait-ce qu'en stage ou en alternance, donc ça je suis pas très c'est pas un bon exemple parce que je me suis rendu compte les 2 premières années que je manquais d'expérience dans ce niveau-là parce qu'apprendre des lois et le par cœur, j'ai toujours été très bonne sur ça. Mais par contre,
La négociation, ça va aussi, mais il y a tout le côté commercial à apprendre. Et ça, c'est vrai qu'en manque d'expérience, quand on n'a pas travaillé avec des gens qui ont cette expérience à vous apporter, en fait, voilà, comment vendre une maison, quoi. C'est pas, on vend pas un t-shirt, quoi. Et donc, dans ce côté-là, ouais, je pense que c'est hyper important de se faire un petit peu former par des professionnels. Donc, ouais, je pense que dire qu'il faut forcément 4 ans d'alternance, non. Maintenant, faire quelques stages, je pense que ouais, c'est important. Voilà, après, que ce soit en France ou ailleurs, je pense que les lois, on les apprend. Si on a envie vraiment de réussir là où on veut s'implanter, je pense que les lois, on les apprend assez rapidement et voilà, on s'entoure bien et ça va assez vite. Mais tout le côté commercial, négo et compagnie, ça, il faut être assez formé sur ça parce que ça s'apprend, oui, mais c'est une perte de temps si on n'a pas été formé avant d'ouvrir sa boîte, quoi. Ouais. Et puis je reprends un des commentaires, il faut aussi de l'audace. Puis je vais ajouter du courage aussi pour se lancer finalement. Théodora, tu avais une question, je t'ai levé la main. Oui, exactement. Bravo Manon pour ce parcours. C'est vraiment c'est très inspirant en tout cas. Et là, vous êtes en train de faire rêver sûrement plus d'un. Moi, là, je voulais vous demander quel conseil autre que tout ce que vous venez de dire pourriez-vous donner à ces jeunes qui veulent suivre votre exemple et votre expérience. Ça peut être à Bali, ça peut être tout court, créer une agence un peu à l'international. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait avant, je pense que le plus important, c'est d'accepter de sortir de sa zone de confort parce que ça peut paraître beau d'entreprendre à Bali sous les cocotiers au soleil, mais ça implique beaucoup de sacrifices, que ce soit financier, que ce soit personnel parce qu'on est loin de la famille, on est loin des amis, on n'a plus aucun repère. Mais ça en vaut le coup. Donc faut sortir de sa zone de confort, faut pas avoir peur. Les choses vont pas être tous les jours faciles, ce serait mentir de dire ça. Les choses n'ont jamais été très simples pour nous, mais on en retire que du bon. Aujourd'hui, je pourrais pas me dire je rentre en France et je retravaille dans une agence immobilière qui n'est pas la mienne. À refaire, je le referai 100 fois, mais faut se mettre en tête que ça va pas être facile, qu'il faut du courage, mais qu'il faut se lancer parce que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Je ne sors pas du lot, je suis pas un génie. Donc non, il faut juste, en fait, ce que disait l'étudiant, il faut de l'audace, il faut du culot et il faut faire ce que les autres ont peur de faire, quoi. Que ce soit à Bali ou ailleurs. Bravo encore. Merci. Ouais, bravo. Et je pense que c'est assez en phase avec les valeurs de Subtertiaire. Je trouve que c'est important de toujours dire qu'effectivement, déjà, tous les chemins mènent à Rome. Qu'effectivement, il n'y a pas des fois de parcours tout tracé et que vous faites ça peut-être aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que vous ferez dans 10 ans ou dans 5 ans et que justement, on peut se servir de plein d'expériences différentes pour pouvoir réussir dans un domaine, parce que là, comme vous disiez, vous avez besoin de compétences en négociation, de compétences juridiques, beaucoup, d'apprendre des langues, enfin, il y a plein de choses et qui pourront vous servir dans autre chose. Donc ça, c'est moi quelque chose que je prône pas mal parce que c'est pareil, je travaillais pas dans une école avant d'arriver chez Subtertiaire et finalement j'ai adoré et peut-être que dans 20 ans ou 10 ans j'aurai complètement autre chose à raconter. Et c'est vrai que je pense aussi qu'on n'a rien sans rien. Il y a toujours, si on a des objectifs là, il faut mettre les moyens en face et pour les atteindre. Et c'est un peu ce que vous montrez, ce que vous me dites, finalement, je n'ai rien de plus que les autres. En tout cas, du courage, de la persévérance et de l'audace, comme disait certains, pour se lancer, parce qu'il faut oser se lancer, il faut y mettre du temps, il faut s'investir beaucoup, et je pense faire une croix sur certaines choses au départ. Pour pouvoir réussir, quoi. Je pense que vous avez l'objectif ouverture d'agence et puis vous avez dû faire une croix sur certaines choses. C'est sûr. Sur beaucoup, mais bon. C'était que pour le bon et on sait où on va dans ces moments-là. C'est qu'on sait qu'on fait ces sacrifices-là pour avoir la vie qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est la liberté, c'est on vit au soleil et genre, je suis très contente d'avoir fait les peu de sacrifices, peu entre grands guillemets, mais les quelques sacrifices il y a 3 ans de ça, à les refaire 100 fois. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un peu quand on est jeune qu'on peut les faire d'autant plus facilement parce que justement, par exemple, vous quittez
la région bordelaise, votre famille, vos amis. C'est vrai qu'on le fait plus facilement quand on est jeune que 15 ans plus tard, quand on est plus installé. Donc, c'est un peu, je trouve, là maintenant que... Selon moi, hein, c'est le moment ou jamais. On n'est pas tant qu'on n'est pas marié avec 4 enfants et que ce genre de projet, c'est toujours compliqué quand il y a toute une vie de famille derrière. Nous, on a de la chance de pas être. En fait, on n'a pas vraiment de, mis à part la famille, bien sûr, mais est-ce qu'on a des vrais accroches en France? Si on veut partir, on part, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est possible toute la vie, mais c'est encore plus simple quand on est jeune de mettre un peu ce collier. Et même si on ne veut pas partir à l'étranger, si on veut changer de région ou justement se lancer dans la création d'une entreprise, il y a des sacrifices qu'on peut faire plus facilement quand on est jeune que quand on a effectivement peut-être des enfants ou d'autres responsabilités qui sont des fois plus difficiles à maintenir. Donc ça, c'est un message que j'aime bien passer aussi aux étudiants, et surtout que tout est possible en fait. C'est pas un qui est meilleur que les autres, ou voilà, c'est juste une personne qui s'est fixé un objectif et qui a décidé de l'atteindre. Et donc là, c'est une vraie réussite. Donc bravo. Et ce que je peux dire aussi, c'est hyper important. Et moi, je sais que quand j'étais en école de commerce, ça rentrait par là, ça ressortait un petit peu par là. Mais le réseau, aujourd'hui, fait tout. Ouais. Le réseau fait tout, et c'est hyper important dès maintenant de s'entourer de... Enfin, si vous voulez atteindre un objectif, il faut vraiment se mettre à hauteur de cet objectif et fréquenter des personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Seul, c'est simple. Enfin, seul, c'est compliqué, et à plusieurs, c'est déjà un peu moins compliqué. Ouais. Donc, ouais. Ça m'arrange aussi que vous disiez ça. C'est vrai que pour les étudiants, c'est hyper important de savoir, enfin, c'est ce qu'on essaie de répéter. Donc, je vous le redis, vous êtes sans doute de différents campus, donc vous l'entendez de vos directrices, mais c'est vrai que même les formateurs qui sont aussi des pros dans l'IMO, vos collègues de classe, même les personnes au final le staff de l'école, c'est des personnes en fait qui vont être votre premier réseau pour vous aider à gravir des échelons. Je sais qu'il y a des formateurs qui me disent, telle étudiante m'a demandé de la recommander pour un stage ou pour une nouvelle alternance parce qu'elle souhaite changer ou il souhaite changer. Et je ne vais pas le faire parce qu'en classe, je n'ai pas un bon avis. Et au contraire, des étudiants qui sont hyper bien vus par leurs formateurs et qui, du coup, vont être vraiment accompagnés pour trouver une alternance et vont trouver beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vrai que c'est toujours important de se dire que chaque personne qu'on croise, finalement, fait partie de son réseau professionnel. Et parfois, c'est pas tout de suite, mais c'est dans la durée qu'on retrouve des gens qui viennent nous aider, quoi. Totalement. Moi, ne serait-ce que pour les acquéreurs, j'ai recontacté des gens, ça faisait peut-être 6 ans que j'avais rencontré justement en école de commerce, et que je savais qu'ils connaissaient ou qu'il avait un oncle. Et en fait, tout se relie, quoi. Donc, c'est hyper important de garder contact un peu avec tout ce monde-là. Et puis, les écoles de commerce, sur ça, moi, je sais que mes 2 stages, que ce soit en Australie ou à Bali, ça a été grâce à mes formateurs aussi qui m'ont, ça a été ça, qui m'ont recommandé à plein des personnes, et qui après tout s'enchaîne très rapidement, quoi. Ouais. La base était là, et ça, je peux pas le nier. Donc c'est hyper important finalement de travailler l'image qu'on renvoie et de se dire que finalement le réseau, ça sert maintenant ou dans 10 ans, mais que voilà, ça servira toujours. Personne n'est inutile à votre vie, et c'est pas se servir de la personne spécialement, mais c'est que chacun a quelque chose en tout cas à apporter à quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Tout à fait. Sur un peu gagnant-gagnant. Et d'où l'intérêt de toujours rester droit dans ses bottes. C'est ça. Voilà. C'est exactement. Qu'on répète très très souvent à nos étudiants, mais c'est jamais de nous trop. Voilà. Donc, il y a un étudiant qui me demandait pour une dernière question si vous avez un compte Instagram sur lequel il pourrait vous suivre. Je vais le mettre dans la conversation. Top. Comme ça, je pense que vous avez été source d'inspiration pour pas mal de monde, donc c'est top. Vraiment, merci du temps accordé. Nous, c'est vrai que chez Superstar, on veut prendre justement un peu ce virage de l'international à partir de l'année prochaine avec une formation justement qui porte sur l'entrepreneuriat, la digitalisation, l'international et le luxe, en tout cas le haut de gamme, et en tout cas la relation client haut de gamme, parce qu'on peut, qui peut le plus, peut le moins. Hein, tout client mérite un traitement, je pense, haut de gamme. Donc, c'est un peu le virage que je voulais prendre. Donc, c'est pour ça qu'initialement, je vous avais contacté. Donc, on lance ce qu'on a appelé un programme grande école en 3 ans avant un master pour ceux qui voudraient justement avoir votre parcours plus tard. La chance.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous avais contacté initialement et je vous remercie d'avoir répondu positivement. C'était vraiment top de pouvoir échanger avec vous. Euh, voilà, donc on vous tiendra au courant, peut-être des étudiants, et puis en tout cas on rediffusera cette vidéo pour inspirer les générations futures, tout en leur disant que voilà, le chemin il n'est pas toujours simple, mais que si on a envie de le faire, tout est possible. Vous donnez les moyens, ouais. Voilà. Vous avez fait un remerciement progressivement de tout le monde. Bonne soirée à Bali, du coup. Merci. Bonne journée à vous. Il doit être 13h. Ouais. C'est ça, exactement. Bon, et bonne peut-être à bientôt. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes à Bali, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je vous montrerai l'île. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Merci soirée. beaucoup, Manon. Au revoir. Au revoir. Au revoir.